Le Parlement du Congrès est ouvert. Avant toute chose, notamment les salutations d'usage, permettez-moi de vous révéler l'acte juridique sur la base duquel la présente rencontre a lieu en lisant le décret y afférent. Décret numéro 00168 PR portant convocation d'une réunion du Parlement en congrès. Le président de la République, chef de l'État, vu la Constitution, notamment en son article 24, décrète. Article 1er. Conformément à l'article 24 de la Constitution, une réunion du Parlement en congrès est convoquée le 25 juin 2021 à 10 heures. Article 2. Le Parlement se réunira en congrès sur l'ordre du jour suivant. Communication du président de la République. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Libreville, le 21 juin 2021, par le président de la République, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom de Madame la Présidente du Sénat, ici présente, de l'ensemble des députés de la 13e législature de l'Assemblée nationale et des sénateurs de la 5e législature du Sénat, l'honneur m'échoit, en ma qualité de président du Congrès, que me confère l'article 2 du règlement du Congrès, de vous souhaiter la bienvenue à la Maison du Peuple. Ce magnifique hémicycle, flambant neuf, qui nous accueille majestueusement, vient de renaître de ses cendres et nous avons le plaisir de nous y installer pour la première fois. Monsieur le Président de la République, le hasard a voulu que l'inauguration de cet hémicycle coïncida avec votre première communication au Congrès du Parlement depuis le début de votre second mandat à la tête du Gabon, au lendemain des événements préjudiciables d'août 2016. Ce symbole ne saurait en occulter un autre, à savoir que cette cérémonie à l'Assemblée nationale correspond à votre première apparition en présentiel à la Maison du Peuple depuis le malheureux événement survenu le 24 octobre 2018. De surcroît, c'est un immense plaisir pour nous de retrouver un ancien collègue député qui n'ignore rien des arcanes du Parlement, voire des péripéties des parlementaires. Aussi, voudrions-nous, à l'unisson, sénateurs et députés, traduire notre joie et celle des citoyens républicains que nous représentons au sein des deux chambres du Parlement
par une grande ovation. Debout, s'il vous plaît. Madame le Président du Sénat, vénérables sénateurs, honorables députés, comme vous le savez, deux textes instaurent et déterminent le Congrès du Parlement. En effet, comme indiqué dans le décret dont je viens de vous livrer la teneur, la présente réunion du Congrès du Parlement se tient en application de l'article 24 de notre Constitution qui dispose, je cite, « Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. En outre, il est régi par le règlement du Congrès du Parlement, daté du 29 juillet 2003, qui dispose, je cite, article 1er. Le Congrès s'est réuni à la date indiquée dans le décret du Président de la République, convoquant le Parlement en Congrès. Article 2. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Article 9. Enfin, l'ordre du jour du Congrès est fixé par décret du Président de la République convoquant le Parlement en Congrès. Conformément à l'article 3 du dit décret, l'ordre du jour comporte un point unique, à savoir communication du Président de la République, chef de l'État. Aussi, invitons-nous très respectueusement Monsieur le Président de la République à livrer sa communication au Congrès ici réuni. Monsieur le Président de la République, veuillez avancer et prendre la parole devant ce Congrès. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, conformément à la Constitution gabonaise qui donne à son article 24 le droit au Président de la République de s'exprimer devant la représentation nationale, je voudrais en ce jour m'adresser à vous. Issu du suffrage universel direct et indirect, vous êtes l'expression et l'incarnation de la volonté nationale, la voix légitime, reconnue et acceptée de l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais qui vous ont élus. Aussi, est-ce avec gravité et responsabilité que j'exerce ce droit qui m'est accordé tout en le considérant comme un devoir démocratique. Chers parlementaires, comme vous le savez, ces dernières années, notre pays a connu des moments difficiles, éprouvants. Toutefois, dans la tempête et la tourmente, que ce soit au niveau de l'exécutif, du législatif, du judiciaire,
nos institutions n'ont jamais vacillé. Elles ont démontré aux yeux de tous leur solidité, mais également leur capacité d'adaptation et de résilience. En effet, pour exister, fonctionner, se projeter dans la durée, une démocratie ne doit pas s'enfermer dans un carcan rigide, mais accepter de considérer les nouvelles donnes qui surgissent dans un environnement en constante mutation et apporter de véritables réponses aux questions sociétales qui se posent. C'est ainsi que, tirant les leçons des événements passés et convaincu que gouverner, c'est prévoir, vous avez procédé au mois de décembre dernier aux nécessaires ajustements avec pour seul objectif de consolider notre édifice constitutionnel, de le rendre plus efficace, plus démocratique. Certains points ont été précisés, circonscrits, clairement énoncés par le législateur afin qu'ils ne soient point l'objet de multiples interprétations ni de contestations. Cela concerne notamment la réglementation en cas d'empêchement temporaire ou définitif du président de la République ou de vacance du pouvoir, ou encore la responsabilité pénale du chef de l'État qui, bien que protégé dans l'exercice de ses fonctions, ne bénéficie pas d'une impunité absolue. D'autres points ont été intégrés. Ainsi, la possibilité désormais offerte au président de la République de nommer 15 sénateurs sur 52 afin de donner l'opportunité à des hommes et à des femmes aux compétences confirmées et reconnues de contribuer valablement à l'édification et à l'affermissement de notre démocratie. Cette initiative nécessite des dignes représentants du pouvoir législatif que vous êtes, du discernement, de la clairvoyance, de la sagesse. Aussi, voudrais-je vous exprimer mes vives félicitations. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses, si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité et le bien-être de tous nos compatriotes. La sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous devons également tout faire pour préserver cette paix sur le plan intérieur. Une paix qui fait partie de notre histoire politique et qui manque parfois cruellement ailleurs en Afrique. Cela s'appelle la concorde civile, le vivre ensemble. Elle est le fruit d'une démocratie apaisée où nos concitoyens se sentent légitimement représentés
à travers leurs élus, vous et moi. À cet égard, je salue la réouverture du Palais Léon-Mba. Tel un phénix, il renaît de ses cendres. C'est la preuve que si l'on peut s'en prendre à un bâtiment, on ne peut attenter à une idée, a fortiori à un idéal. Que chacun se le dise, la démocratie au Gabon, elle est sacrée. Pour garantir la paix dans notre pays, il faut assurer la justice sociale entre tous nos concitoyens. Cette justice sociale porte un nom, l'égalité. Le programme Gabon Égalité, qui comprend une composante législative, en est une parfaite incarnation car il vise à rendre notre société plus juste, plus équitable, plus protectrice envers les personnes faibles et vulnérables. C'est tout le sens des 3 projets de loi adoptés en mars dernier par le gouvernement afin d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et garantir efficacement et durablement l'égalité en droit et dans les faits entre les femmes et les hommes. Ces textes qui modifient à la fois le code pénal, le code civil, vous les avez, mesdames et messieurs les parlementaires, récemment votés à une très large majorité. Je vous en félicite. Vous en êtes approprié l'esprit et la lettre. Vous avez su saisir cette opportunité historique, opportunité d'aménager la société gabonaise à faire un pas de géant, à s'arrimer à la modernité tout en préservant ses traditions et son socle culturel. Opportunité de soutenir, de préserver, de garantir par des textes de loi le rôle prépondérant que la femme gabonaise a toujours occupé au sein de nos familles et de nos communautés. Vous avez fait du programme Gabon Égalité non pas un slogan, mais une réalité. Vous pouvez en être fiers. Mesdames et messieurs, légiférer, tout comme gouverner, c'est prendre conscience non seulement de ses droits, mais aussi de ses responsabilités et de ses devoirs. Cela exige du courage, beaucoup de courage, de l'abnégation pour ne pas emprunter la voie du populisme. En ma qualité de président de la République et donc le premier magistrat du pays, je suis amené au quotidien à faire des choix et à procéder à des arbitrages qui ont une incidence sur la vie de près de 2 millions de nos compatriotes. C'était notamment le cas ces derniers mois avec la crise mondiale sans précédent qui n'a pas épargné notre pays en déstructurant nos sociétés, en renversant le socle de nos vies. Face à cette terrible pandémie de la Covid-19, les décisions que j'ai prises, notamment l'instauration du couvre-feu ou le confinement, n'ont pas toujours été comprises par les populations. Elles ont suscité des critiques, voire des contestations, mais néanmoins, je les ai prises et j'ai agi. J'ai agi en mon âme et conscience, dans le souci permanent de protéger mes compatriotes, de sauver des vies, de sauver toutes les vies. Et s'il m'était donné de le refaire, je le referais sans aucune hésitation. En effet,
C'est grâce à ces choix douloureux, à notre sens de responsabilité et de solidarité que notre pays a été mieux protégé que beaucoup d'autres. Nous pouvons nous en féliciter. Le Gabon est cité comme une référence sur le continent pour sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire, pour sa capacité à tester, à soigner et maintenant à vacciner. Mesdames, Messieurs les parlementaires, le populisme est une voie large et facile d'accès. Toutefois, il conduit toujours à une impasse. Il est, tout comme la démagogie, l'antidote de la démocratie. Aussi, voudrais-je vous rappeler, si besoin est, que dans ce temps de la loi, seul l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Et en votre qualité d'élu du peuple, vous avez l'honneur de légiférer, de façonner le cadre juridique qui permet la vie en société. Vous avez également un devoir de responsabilité, ne le perdez jamais de vue. Par vos votes, vous pouvez impacter positivement ou non le cours d'une vie, la préserver ou non des abus de toutes sortes, la sauver ou la condamner. Vous pouvez permettre à nos mères, nos épouses, nos filles d'avoir des opportunités égales à celles des hommes. C'est l'essence même des propositions faites dans le cadre du programme Gabon Égalité. Et il en va de l'intérêt général dans notre pays. Oui, vous avez devant vous une opportunité historique d'engager résolument notre pays dans une voie plus ambitieuse, plus prometteuse, plus équitable, par les réformes législatives et sociétales, mais aussi par l'adoption des stratégies qui favorisent une croissance endogène et durable. Aussi, ainsi, dans toutes les mesures que nous avons prises, toutes les actions que nous avons menées participent à cette ferme et unique volonté de promouvoir le bien-être collectif et de favoriser l'émergence d'une société gabonaise plus humaniste, plus solidaire. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, d'intensifier et d'accélérer les mécanismes déjà amorcés, notamment grâce au plan d'accélération de la transformation qui a été présenté en début d'année. Il est primordial de diversifier notre économie, de créer davantage de valeur ajoutée localement, de réduire les importations et notre dépendance de l'extraction des matières premières. Nous devons également revoir notre système de formation pour mieux l'adapter aux exigences actuelles et favoriser une meilleure répartition des richesses tout en alliant le respect de l'environnement et le développement socio-économique. Un autre défi est de renforcer, d'améliorer notre dispositif de santé sur l'ensemble du territoire et de pérenniser la solidarité entre les générations. Envers nos aînés, avec la consolidation du système de retraite, envers les jeunes, avec des bourses étudiantes, envers les personnes malades et les plus vulnérables, avec l'assurance maladie. Chers députés, chers sénateurs, pour mener à son terme ce vaste mouvement que nous avons initié, j'ai résolument besoin de votre soutien et de votre confiance. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous, sur votre sens de l'intérêt général, des responsabilités, de la loyauté, sur la volonté qui est la vôtre de voir le nom
Gabon qui est inscrit sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. Ne laissons pas de petits intérêts particuliers, ni des agendas cachés désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Gabon. Je vous remercie. Sénateurs et députés réunis en congrès, de revenir un peu. De retour sur le plateau de l'édition spéciale consacrée à l'adresse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vous l'avez regardé, vous l'avez suivi il y a quelques minutes, cette adresse du numéro 1 gabonais, une adresse qui tire son fondement sur les dispositions constitutionnelles, notamment son article 24 qui donne donc au président de la République le pouvoir de convoquer les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je suis avec Jonathan Tuntum Ngom, il est politologue. Jonathan Tuntum Ngom, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour que nous décryptions cette adresse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Faut-il rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs que c'est la troisième fois que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'adresse aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. La première fois, c'était en 2012, la deuxième fois en 2016 et aujourd'hui, c'est la troisième fois donc que le président de la République s'adresse aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et Jonathan Toutoum, comme on l'a dit, les dispositions constitutionnelles confèrent donc au président de la République, Ali Bongo Ondimba, le droit de pouvoir s'adresser aux parlementaires réunis en congrès. Oui, c'est effectif. Merci de pouvoir m'inviter sur ce plateau pour décrypter un peu cette adresse du président de la République. Et vous l'avez si bien rappelé, c'est la troisième fois que le président Ali Bongo s'adresse aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. La première fois, c'était en 2012. La deuxième fois, c'était en 2016. Et aujourd'hui, nous avons assisté, disons, à l'adresse du chef de l'État, aux deux chambres réunies en congrès, ce pour la troisième fois depuis son accession à la magistrature suprême. Donc, ce que nous pouvons retenir d'abord, comme l'a dit le président de l'Assemblée, M. Faustin Boukoubi, c'est un geste symbolique important de la part du président de la République qui sortait pour la première fois en présentiel pour une manifestation officielle d'une telle envergure depuis le 24 octobre 2018 avec des malheureux événements qui ont surgi dans la vie du chef de l'État, dans sa vie d'homme et dans sa vie d'homme d'État. Et je pense que c'était important pour la population gabonaise de se rendre compte que le président de la République a retrouvé toutes ses facultés et nous avions pu remarquer que l'élocution était de mise et qu'il n'y avait aucune hésitation de la part du chef de l'État dans la lecture de son discours. Il est même par moments sorti de ce discours, si vous l'aviez bien regardé, il est par moments sorti de ses papiers pour lâcher quelques phrases à l'encontre des députés et des sénateurs, ce qui prouve que l'homme maîtrise tout à fait ses capacités intellectuelles à pouvoir dialoguer avec son assistance, notamment à pouvoir s'adresser à ses interlocuteurs qui ont été les parlementaires. Donc, la première chose donc, à retenir, c'est cela. C'est de nature à rassurer l'opinion nationale et internationale quant à la capacité du chef de l'État à
pouvoir s'adresser à ses interlocuteurs. Jonathan Totom, comme vous l'avez dit, cette adresse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès est un grand moment de démocratie, un grand moment de la vie politique de la nation gabonaise, un moment important évidemment pour le président de la République lui-même, puisque vous avez tenu à préciser que c'est un discours d'Ali Bongo Ondimba prononcé en présentiel, évidemment. On insiste sur cet aspect des choses parce qu'il y a évidemment cette parenthèse pas encore fermée de la Covid-19 qui a obligé le monde entier à pouvoir prendre des dispositions pour freiner la chaîne de contamination. Donc, d'aucuns pensaient que le discours allait se faire en visioconférence, mais ça a été en présentiel. C'est un élément également important. Autre élément important pour rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le décryptage du discours du président de la République, c'est que le président a consacré la première partie de son adresse pour rappeler la solidité des institutions de la République, de l'architecture institutionnelle du Gabon qui a su s'adapter au contexte et faire face aux moments difficiles que le pays a traversé depuis le 24 octobre 2018. Oui, effectivement, le président de la République a voulu rendre hommage aux parlementaires, notamment aux vénérables sénateurs et aux honorables députés quant à leur capacité de résilience face aux péripéties qu'a traversé la République depuis le 24 octobre 2018. Et puis avec cette crise sanitaire qui a vu tout le monde se recroqueviller, où le président de la République a dû prendre des mesures de confinement pour protéger les Gabonais de la catastrophe. C'est vrai que les résultats au Gabon ont été ce que nous connaissons, c'est-à-dire il n'y a pas eu autant de dégâts que dans d'autres pays par rapport à la Covid-19. Et le président de la République lui-même a voulu aujourd'hui prendre le risque pour montrer aux Gabonais que toutes les mesures qui avaient été prises ont permis à ce que les Gabonais résistent un tant soit peu à cette pandémie de la Covid-19. Et du coup, le président lui-même a voulu montrer l'exemple en prenant le risque de venir en présentiel prononcer son discours. Parce que depuis là, vous le savez, même les conseils des ministres se déroulent en visioconférence. Et une certaine opinion a pensé que le président de la République allait s'adresser aux deux chambres du Parlement réunies en congrès par visioconférence. Mais non, le président de la République a donc pris ce risque de venir en présentiel devant les députés et les sénateurs pour s'adresser à eux. C'est aussi là une symbolique très importante de la part du chef de l'État. Et de ce point de vue, nous pouvons croire que, bon, en venant rencontrer les sénateurs et les députés, il a voulu leur faire savoir sa reconnaissance, notamment par rapport aux événements. On peut peut-être les identifier. Vous savez, après le malheureux événement qu'a subi le chef de l'État le 24 octobre 2018, il s'est trouvé quasiment un vide juridique au niveau de l'application de certaines dispositions de la Constitution, notamment le Conseil des ministres et la Cour constitutionnelle, qui est une des institutions, a dû s'adapter à cette nouvelle donne en réaménageant la Constitution pour faire en sorte que le vice-président, en son temps, le Pierre Kaveh Magaga Moussavou, puisse présider un conseil des ministres avec un ordre du jour bien établi. Ça a été une étape importante dans la vie de la République pour combler ce vide juridique. Mais aussi, je pense qu'après là, il y a eu le réaménagement de la Constitution au niveau des dispositions, relatives à la vacance de pouvoir où un certain vide a été comblé. Et puis, il y a eu cette possibilité aussi que confère la Constitution au chef de l'État de pouvoir nommer 15 sénateurs parmi ceux qui composent aujourd'hui la première chambre du Parlement, notamment le Sénat. Donc, voilà autant d'indications qui prouve donc, a dit le chef de l'État, la solidité de nos institutions qui n'ont pas vacillé malgré les péripéties traversées par la République gabonaise. La capacité de résilience, évidemment, des institutions de la République jugées solides par le président de la République. Et évidemment, cette capacité de résilience qui a donc permis au Gabon de pouvoir faire face à ces moments difficiles qu'a traversé le pays ces dernières années. Il y a cette volonté manifeste de pouvoir s'adapter à l'ère du temps, Jonathan Toutoumkom, cette différentes modifications, soit de la Constitution
désinfection ou bien le toilettage même du code pénal. On a vu évidemment des dispositions contenues dans le code pénal ces dernières années qui sont toilettées, qui sont réadaptées pour pouvoir faire en sorte que le Gabon soit au rendez-vous du concert des nations, notamment ce qui concerne la dépénalisation de l'homosexualité, le renforcement de l'égalité des chances entre hommes et femmes aussi, évidemment, l'approche genre qui est toujours magnifiée, qui est mise en relief au quotidien par le gouvernement de la République sous l'impulsion du président de la République, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État qui n'a pas manqué de rappeler quand même la nécessité de continuer à parfaire également le vivre ensemble en pointant un doigt accusateur sur le populisme. Oui, effectivement, parce que ces derniers temps-ci, vous savez, il y a pas mal d'événements, notamment sur le plan national et sur le plan international. Et pour le président de la République, je pense que le fonctionnement d'une République ne doit pas rester statique. Ce fonctionnement est dynamique, évolue, et il faut que chaque État s'adapte à l'évolution du temps. Et de ce point de vue, c'est ce qui a semblé nécessaire au chef de l'État d'instruire pour qu'il y ait des réaménagements au niveau de la Constitution concernant plusieurs sujets d'ordre social, notamment la question de l'égalité entre hommes et femmes, la question de l'éducation. Le président de la République en a parlé, et vous savez que ces derniers temps-ci, il y a eu pas mal d'efforts au niveau de la construction des salles de classe. On voit des établissements un peu partout qui sortent du sol, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2009. Et en plus, des nouveaux centres de formation professionnelle très performants qui ont vu le jour ces derniers temps, notamment le centre professionnel de la zone économique de Nkok. Il y a un autre qui est en train de voir le jour à Port-Gentil. Et à Franceville aussi. Et à Franceville aussi. Donc ces derniers temps-ci, je pense, le président de la République a dû mettre le pied sur l'accélérateur pour que les questions d'éducation soient de mise aujourd'hui. Et nous souhaitons que ce regard du chef de l'État soit le même aussi au niveau des universités gabonaises qui peinent aujourd'hui à démarrer les cours à cause de quelques péripéties. Peut-être que le président de la République pourrait régler dans les jours qui suivent. Donc, de ce point de vue, il y a eu pas mal de progrès, et le président a voulu, une fois de plus, réaffirmer l'importance de l'éducation pour un pays qui aspire au développement comme le Gabon. Il y a eu aussi la question sanitaire où il est revenu sur la crise liée au coronavirus qui a vu le Gabon accomplir des efforts certains, et le Gabon qui a été cité en exemple parmi les pays qui ont su s'adapter, qui ont su montrer une certaine résilience vis-à-vis de cette pandémie, notamment sur le plan économique ou sur le plan même sanitaire, où le Gabon s'en est pas mal sorti du tout. Donc, au regard de ces efforts, le président de la République a voulu être reconnaissant, même s'il a déploré quelque part l'incompréhension des populations par rapport à certaines mesures qui ont été durement ressenties par cette population, mais qui ont permis aussi de limiter les dégâts par rapport à ce qui s'est passé à l'extérieur. Évidemment, lorsque le pays était dans le dur par rapport à cette présence du coronavirus sur l'ensemble du territoire, on note évidemment que cette adresse du président de la République aux deux chambres du Parlement réunies en congrès se déroule au moment où le comité de pilotage de lutte et de riposte contre la Covid-19 enregistre des chiffres en deçà de ce qu'ils étaient il y a encore quelques semaines de cela. Il y a donc une décroissance, une tendance baissière de ces chiffres de contamination-là, et les efforts qui continuent évidemment sur le terrain avec le gouvernement, via le ministère des Transports, celui du Tourisme, qui ont mis en place des mécanismes pour continuer à lutter contre l'introduction de ce virus sur le territoire national, notamment ce qui concerne la gestion des passagers qui viennent de l'étranger, avec ces hôtels dédiés qui permettent évidemment aux passagers de pouvoir être mis en isolement pendant quelques heures en attendant d'avoir leurs résultats après qu'ils aient passé des tests PCR, évidemment, pour essayer de filtrer, d'imposer un filtre à l'entrée principale du pays, qui est donc l'aéroport de Libreville. Jonathan Tontomgom, le président de la République, a également tenu à féliciter le peuple gabonais tout entier par rapport à
la nomination, à la désignation du Gabon comme étant membre du Conseil non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un moment important. Oui, c'est un moment important pour notre diplomatie. Je pense que le Gabon, qui a toujours brillé sur le plan de la diplomatie, a vu ses efforts couronnés, une fois de plus, par l'élection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies d'une place de membre non permanent de cette institution onusienne. Donc, alors, dites-nous, évidemment, c'est dans le droit fil de ce que vous allez dire. On reste dans le même registre. Vous êtes un spécialiste des questions de géopolitique et de géostratégie. En quoi est-ce que, pour le Gabon, en quoi est-ce que être membre du Conseil, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait ou représente un élément important dans le monde? Bon, vous savez que l'ONU, c'est quand même la principale vitrine, la principale institution de maintien de la paix à travers la planète, même si on peut déplorer encore des conflits ici ou là. Mais le fait pour le Gabon d'être membre, c'est d'ailleurs pas la première fois. Je pense à l'époque du président Omar Bongo, le Gabon avait déjà été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Bon, maintenant, il s'agit d'abord d'une place tournante. Et le fait pour le Gabon d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, cela participe de la visibilité aussi de notre pays aux yeux de l'extérieur, dans un premier temps. Dans un deuxième temps aussi, c'est que la voix du Gabon peut compter à un moment donné des décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, de ce point de vue-là, le fait d'être élu membre non permanent, pendant un temps, le Gabon fera entendre sa voix, le Gabon fera entendre la voix de l'Afrique, surtout aujourd'hui, lorsqu'on sait que c'est ce continent qui est en proie à des manifestations terroristes et djihadistes aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a que les pays africains pour mieux faire comprendre au reste des nations qu'il était nécessaire, par exemple, de prendre des mesures appropriées, notamment sur le plan politique et surtout sur le plan militaire, pour un temps soit peu faire reculer les avancées ou les velléités djihadistes et terroristes au niveau du continent africain. Jonathan Totumkom, est-ce qu'il y a une forme de legs, de tradition justement aujourd'hui au niveau du Gabon par rapport à ces questions sécuritaires, à cette volonté affichée par les plus hautes autorités? Vous venez de rappeler Omar Bongo Ondimba, dont on sait qu'il était évidemment sur la scène diplomatique africaine, évidemment emmené plusieurs combats sur le terrain. C'était un grand médiateur dans plusieurs crises. On l'a dit au niveau de l'Afrique centrale, le Tchad, la RCA, Congo-Brazzaville, au niveau de la CEAC, en Angola, au Soudan même, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Donc, Omar Bongo a occupé l'espace de la médiation sur le continent. Il a intercédé pour Nelson Mandela aussi. Ali Bongo emboîte également le pas par rapport à la résolution des conflits au niveau de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est finalement cette dimension-là qui fait en sorte que l'ONU estime que le Gabon est un pays sur le continent africain sur lequel il faut compter pour des questions sécuritaires? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon a une longue tradition de médiation. Depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo aujourd'hui, il y a eu plusieurs médiations menées par le Gabon pour le maintien de la paix entre pays africains ou à l'intérieur même de certains pays. Et aujourd'hui, en plus de cette médiation purement politique, au niveau de la géopolitique interne ou externe des États, il n'y a que le président Ali Bongo a pris le leadership par rapport aux questions de défense de l'environnement, la préservation de l'environnement. Et donc, de ce point de vue, le Gabon, qui n'a jamais connu de déflagration dans son point intérieur, se veut donc un pays dont la voix compte par rapport aux questions de sécurité au niveau mondial. Et au regard donc de ce que ce pays a déjà fait, depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo, par rapport aux questions de médiation dans certains pays africains, vous les avez cités, le président Ali Bongo, qui a grandi à l'ombre de ces médiations, sait combien de fois il est important pour un pays comme le Gabon de se tenir toujours prêt à aider à éteindre le feu
auprès de ses voisins. Et aujourd'hui, le Gabon fait face, pas le Gabon, l'Afrique fait face à des adversaires invisibles, à des guerres asymétriques, notamment la guerre contre Boko Haram. C'est tout à fait à côté du Gabon, au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad. Il y a aussi l'avancée du terrorisme et du djihadisme depuis la déstabilisation de la Libye, où les terroristes ont trouvé un terreau au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Eh bien, je pense que le président Omar Bongo disait, lorsque la maison du voisin brûle, il vaut mieux aider le voisin à l'éteindre, parce que si le feu atteint votre maison, ben, il n'y aura plus quelqu'un pour vous aider à éteindre le feu. Et je pense que ce que le Gabon est en train de faire, ce que le Gabon fait depuis longtemps, peut être comme un point de couronnement par rapport à la confiance des autres États au niveau des Nations Unies. Et de ce point de vue, on comprend donc très bien, on comprend tout à fait convenablement pourquoi le Gabon, à chaque fois qu'il s'est présenté au niveau de cette élection, a été élu soit de manière consensuelle ou bien de manière tout à fait électorale, si vous voulez. Donc, de ce point de vue, je pense que la tradition diplomatique gabonaise relative à la médiation, le fait que le président Ali Bongo ait pris le leadership au niveau, par exemple, de la lutte contre la destruction de l'environnement, cela fait partie des critères qui font que le Gabon soit tout à fait crédible sur le plan diplomatique au niveau international, d'où donc son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ensemble que notre homologue, la République du Ghana. Alors aujourd'hui, la question relative à la préservation de l'environnement, au développement durable, est une question existentielle fondamentale. Vous avez rappelé évidemment, puisque c'est une question transversale, l'aspect sécuritaire lié également à la préservation de l'environnement. On sait que le Gabon n'est pas épargné avec ce qui se passe au niveau de sanctuaire qu'est Minkébé, toutes les politiques qui sont menées par le gouvernement pour sécuriser cette zone de Minkébé qui subit les intrusions des braconniers qui parfois viennent des pays limitrophes, évidemment. Cette question sécuritaire dans ces zones protégées est très importante. Comment vous réagissez, Jonathan, puisque c'est une question également qui a un rapport direct avec le leadership d'Ali Bongo Ondimba en ce qui concerne la préservation de l'environnement aujourd'hui dans le monde? Cet accompagnement de la Norvège qui a donc décidé d'octroyer au Gabon pas moins de 10 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts qui sont déployés par Ali Bongo Ondimba depuis plusieurs années maintenant, évidemment à la suite d'Omar Bongo Ondimba, le Gabon qui est aujourd'hui le pays leader en Afrique sur les questions liées à la préservation de l'environnement. Je pense que le leadership du Gabon par rapport à la question relative à la protection de l'environnement n'est plus à démontrer. Déjà à l'époque, je pense en 2008 ou 2009, avant le décès du président Omar Bongo, le président Sarkozy avait adressé un appel à la communauté internationale pour que le Gabon, comme tous les autres pays forestiers, soit rétribué par rapport à leurs efforts sur la politique de protection de l'environnement. Parce que, vous savez, après la destruction en partie de la forêt de l'Amazonie, l'autre forêt qui reste à garantir, la vie au niveau de la planète, c'est la forêt du bassin du Congo, qui aujourd'hui est une des forêts qui protège le monde des affres des rayons solaires. Donc, de ce point de vue, le Gabon a pris donc le leadership et la Norvège, qui est un des pays occidentaux bien ancrés sur le plan de la protection de l'environnement, a cru bon, je pense, a cru bon, disons, a cru bon de pouvoir satisfaire, sinon de pouvoir faire en sorte que le Gabon soit récompensé dans ses efforts de protection de l'environnement. D'où l'octroi donc de ce montant de près de 10 milliards de francs CFA pour encourager le Gabon dans ses efforts de lutte contre la destruction de l'environnement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ces efforts devraient se poursuivre, même si de plus en plus on note quelques faiblesses, notamment au niveau de l'intrusion des pays voisins, qui viennent faire la chasse à l'éléphant, qui viennent détruire de l'or. Mais tout cela rentre dans le cadre de la médiation
où le président de la République n'est pas obligé de demander au gouvernement gabonais de réagir du tic au tac, mais faire en sorte de faire prendre conscience aux États voisins sur les possibilités en union de faire en sorte que l'environnement du bassin du Congo soit préservé pour le bonheur de l'humanité. Et c'est en cela que le président Ali Bongo a pris le leadership, et ce leadership est aujourd'hui récompensé par exemple, par l'octroi de l'aide financière de la Norvège, par des félicitations des organisations internationales relatives à la protection de l'environnement. Tout le monde reconnaît aujourd'hui les efforts du Gabon, et ces efforts sont adossés aussi au niveau, par exemple, de la dotation par le Gabon de 9 réserves. 13 parcs nationaux. 13 parcs nationaux, pardon, qui avaient été consacrés par le président Omar Bongo et qui sont aujourd'hui, dont la sécurité aujourd'hui est garantie. Donc c'est quand même plus d'1% de la forêt du Gabon, de la superficie du Gabon, qui a été consacrée à la préservation de l'environnement par la création de ces 13 parcs nationaux. 11% du territoire national. 11%. Je suis même moins généreux, c'est 11% du territoire national. Donc à partir de ce moment-là, je pense que de tels efforts ne peuvent qu'être récompensés par la communauté internationale. Et le président Ali Bongo en tire largement des bénéfices diplomatiques. Et ces 10 milliards de francs CFA tombent au bon moment, où, évidemment, il y a ce conflit homme-faune qui a éclaté dans notre pays. Évidemment, il y a la nécessité pour le gouvernement de pouvoir continuer à préserver l'éléphant, qui est un animal intégralement protégé dans notre pays, mais aussi pouvoir apporter des solutions par rapport à toutes ces populations qui vivent en zone rurale, certaines à la lisière de ces parcs nationaux, de ces aires protégées-là. Le président de la République, évidemment, qui a convoqué récemment un conseil à la présidence de la République avec une quinzaine de membres du gouvernement pour lancer une large réflexion sur des solutions à apporter par rapport au conflit homme-faune. Dans les prochains jours, il y aurait cette grande concertation-là parce qu'il s'agit évidemment de protéger à la fois les éléphants, mais aussi subvenir aux besoins des populations qui sont impactées par ces mesures qui sont prises dans le cadre de la préservation des événements. Donc, c'est important de continuer à pouvoir mener cette politique de préservation de l'environnement, mais en même temps trouver l'équilibre parfait qui fasse en sorte que les populations ne soient pas lésées. Non, peut-être que je peux paraître un peu dur dans ce que je vais dire. Je dis entre les éléphants et les hommes, le choix est clair, il faut d'abord protéger les hommes. On préserve l'environnement pour que les hommes vivent mieux, pour que les hommes aient de quoi vivre dans leur environnement immédiat. Donc, poser la question de savoir s'il y avait un choix entre les éléphants... Non, faire trouver le juste équilibre. Mais je pense qu'il n'y a pas d'équilibre à trouver entre la vie d'un animal et la vie d'un être humain. Ça, je suis catégorique là-dessus et ce que je dis n'engage que moi. Il faut aujourd'hui que les autorités gabonaises, que le gouvernement gabonais, sache qu'il est d'abord un gouvernement gabonais. Mais c'est pour ça que le président de la République, c'est pour ça que le président initie justement la concertation pour trouver des solutions. Je pense que les concertations ont déjà eu lieu. J'ai souvenance de la tournée effectuée par le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Ndemezo Obiang, qui a fait le tour du Gabon par rapport à cette question de conflit homme-faune. Et je pense que ce rapport a dû être déposé auprès des hautes autorités de l'État, notamment le gouvernement et la présidence de la République. D'autres réflexions, telles que celles que convoque le chef de l'État, sont souhaitées, doivent être de mise, mais en même temps, il faut que la part belle soit réservée d'abord à la protection des humains. Et quand je dis protection des humains, c'est la protection des humains et ce qui leur permet de vivre, notamment les plantations. Il n'y a pas de choix à faire entre la vie d'un éléphant et la vie d'un être humain. Les éléphants ont leur importance dans une nation, mais il y a des nations... Dans l'écosystème surtout. Oui, dans l'écosystème, mais il y a des pays qui vivent sans éléphants. Il y a des pays qui vivent sans éléphants. Il n'y a pas d'éléphants dans tous les pays du monde entier, mais ces pays, les hommes vivent. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Le premier objectif d'un gouvernement, c'est de protéger les concitoyens. Et à partir de ce moment-là, d'autres considérations peuvent venir après. Et donc, si moi, on me demande le choix à faire, il n'y aura pas d'équilibre à trouver entre les Gabonais, les citoyens gabonais et tous ceux qui vivent au Gabon avec les éléphants. Alors, donc, de ce point de vue, il faut que la réflexion s'oriente vers la protection
les populations gabonaises, notamment les Gabonais, les citoyens gabonais et ceux qui vivent au Gabon, par rapport aux éléphants. Je ne demande pas qu'on décime tous les éléphants, mais en même temps, il faut des mesures qui limitent l'avancée des éléphants auprès des populations. On rappelle que lors du dernier Conseil des ministres, des mesures ont été prises pour trouver à court terme des solutions par rapport à ce conflit homme-faune. La première, c'est la mise en place de battues administratives, évidemment, qui sont organisées sous la responsabilité des gouverneurs de province. Et la deuxième, c'est le cas de légitime défense, évidemment. Dire que ça répond un peu à votre préoccupation. Donc, il y a la légitime défense aussi qui peut être actionnée si jamais on est évidemment menacé par les éléphants. Je crois qu'on a quasiment fait le tour de la question de Jonathan Toutoum-Ngom par rapport à cette adresse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Monsieur le Président de la République, évidemment, a tenu à rappeler l'importance pour le gouvernement, pour le Parlement, de continuer à travailler pour l'amélioration de conditions de vie des populations gabonaises. Il a aussi parlé de paix, la nécessité de continuer à maintenir la paix, à préserver la paix, à magnifier le vivre ensemble. Ce sont des éléments importants sur lesquels on ne saurait déroger. Absolument. Nous avons presque tout dit par rapport à cette adresse du chef de l'État aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pour nous résumer, je pense que ça a été d'abord un exercice important dans la symbolique que cet exercice a dégagé, c'est-à-dire revoir le président de la République en présentiel depuis la crise sanitaire du Covid-19 et un peu plus tard depuis les événements du 24 octobre 2018. C'est la première fois que le président de la République apparaît en public visiblement pour un exercice aussi officiel. Le deuxième élément à retenir, c'est que le président a rendu hommage aux institutions de la République qui n'ont pas vacillé malgré les péripéties que nous avons traversées ces derniers temps. Le président a magnifié la solidité de nos institutions et a encouragé les Gabonais à soutenir ces institutions. Mais en même temps, le président de la République a tenu à féliciter le peuple gabonais, même si il y a eu certaines incompréhensions par rapport aux mesures draconiennes qu'il a dû prendre pour protéger les Gabonais de l'avancée du coronavirus. Eh bien, le président de la République a tenu à féliciter le peuple gabonais et a reconnu que le Gabon aujourd'hui était cité en exemple par rapport aux mesures prises et à la gestion de la crise du coronavirus. Et le président a même dit que si cela était à refaire, il le referait pour le bonheur et la protection du peuple gabonais. Donc voilà un exercice ce que nous avons retenu de cet exercice de l'adresse du chef de l'État aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, et nous n'avions cessé de le dire que c'est la troisième fois que le président de la République s'adresse à ce congrès, la première fois en 2012, la deuxième fois en 2016. Cela prouve l'importance que le président de la République accorde aux institutions du pays, et quand il peut s'adresser à elles, eh bien, il n'hésite pas à le faire, et la preuve a été, une fois de plus, administrée aujourd'hui, malgré le fait que le coronavirus ne soit pas encore reculé drastiquement, mais le président de la République a tenu à être en présentiel devant les vénérables sénateurs et les honorables députés pour leur délivrer son message. Merci, Jonathan Toutoum-Ngom. Je rappelle que vous êtes donc enseignant universitaire, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et de géostratégie. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous décryptions ce discours consacré à l'adresse du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.